Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier cours concernant l'analyse des systèmes pluritechnologiques en sciences de l'ingénieur. Sur ce cours, on va s'intéresser principalement à l'analyse dite fonctionnelle des systèmes, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils sont conçus. Nous allons nous mettre dans la démarche de l'ingénieur, nous allons essayer de prendre sa place, voir où est-ce qu'il intervient, et puis voir comment est-ce qu'il définit un système en vue de le concevoir, en vue de vérifier ses performances, ainsi de suite. Pour l'ensemble de ce cours et le cours suivant sur l'analyse structurelle, on va s'intéresser à un produit, la bouilloire électrique. On va s'y intéresser sur l'ensemble de son cycle de vie, à savoir de la fabrication à la distribution, en passant par la consommation et bien sûr le recyclage. Il faut savoir qu'un produit, bien que ça passe le plus clair de son temps aux mains des utilisateurs, n'est pas limité uniquement à cette base, son cycle de vie, bien que cela ait été pendant longtemps estimé dans les années 90-2000, il n'y a pas que la vie dans les maisons pour une bouilloire électrique qui compte. Il y a finalement l'ensemble du cycle de vie. Dans tout ça, où se situe l'ingénieur ? L'ingénieur, il est chez le fabricant. L'ingénieur, il peut avoir des tas de métiers différents. Je rappelle que la notion d'ingénieur, c'est un statut. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait des études à hauteur de Bac+5, qu'il a en général la responsabilité de projet, c'est-à-dire de budget, avec un objectif défini. Par exemple, ça va être la conception de la bouilloire électrique ou la production de la bouilloire électrique à raison de 1000 unités la journée, ou la gestion de l'ensemble de la logistique, c'est-à-dire comment l'usine ne va pas être surchargée en carton et que la distribution va bien se faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors finalement, c'est quoi le rôle d'un ingénieur par rapport à un produit ? Déjà, l'ingénieur, c'est celui qui va avoir l'idée que ce produit-là pourrait se vendre. Ensuite, il va avoir pour fonction de le dessiner, de le représenter, puis de vérifier que la conception corresponde bien à que la réaction du système prototypé corresponde bien à la conception qui en a été faite. Et ensuite, la mise en production, vérifier que ce produit peut être facilement industrialisé dans l'usine, et si y a des modifications à faire, quelles sont-elles ? Ensuite, il va avoir à gérer tout ce qui est envoi vers les distributeurs. La partie commerciale commence par le distributeur et le consommateur. L'ingénieur va éventuellement pouvoir revenir au niveau du consommateur pour tout ce qui est système après-vente, tout ce qui est problème de maintenance ou d'irrégularité sur un produit. Et l'ingénieur doit également être à l'origine de tout ce qui est, une fois que le consommateur n'a plus besoin de notre bouilloire électrique, l'ingénieur doit être à l'origine de tout ce qui est recyclage. C'est-à-dire, par exemple, dès la conception, choisir des matériaux à recyclage facile, des plastiques qui pourront se refondre ou alors, peut-être, des plastiques qui ont déjà une seconde vie. Nous allons dans ce cours voir comment est-ce que l'ingénieur réussit à finalement imaginer un produit, quels sont le processus qu'il utilise, et finalement, comment est-ce qu'il arrive à fabriquer des systèmes complexes en commençant par simplifier la réalité. Et pour simplifier la réalité, il a besoin de ce qu'on appelle la modélisation. Les sciences de l'ingénieur, vous le verrez au fur et à mesure, la grande partie de l'ensemble des cours qu'on va définir, que ce soit ici en analyse système ou plus tard en asservissement, en mécanique, en cinématique, va correspondre à d'abord une notion de modélisation. Alors c'est quoi la modélisation ? C'est la recherche d'une expression simplifiée des systèmes complexes. L'objectif est d'en prévoir leur comportement dans un intervalle de temps et d'échelle de grandeur. Pourquoi est-ce qu'on simplifie le réel ? Pour essayer de le comprendre. On donne accès à l'essentiel. On ne va pas forcément
s'intéresser dans une bouilloire à tout ce qui va être mécanique des fluides puisque le fluide ne va pas bouger. Donc on va pouvoir simplifier. On va pouvoir dire, on va considérer que le liquide est statique. Et grâce à ces simplifications, la conception va être plus aisée. Le langage SysML, qui va être la base de notre première modélisation, ne va pas s'intéresser aux parties physiques internes, mais va plutôt s'intéresser à finalement comment est-ce qu'on va définir le besoin, comment est-ce qu'on va définir dans quel contexte est le système et le produit qu'on va devoir concevoir, quelles vont être ses capacités, qu'est-ce qu'il doit réussir à faire pour dire « Ok, dans les mains, j'ai une bouilloire ». Le langage SysML, pour un peu d'histoire, il découle de l'UML qui est un langage unique développé pour l'informatique par les informaticiens. L'objectif des informaticiens étant alors de faire comprendre l'idée de leur logiciel, la conception de leur logiciel, à différents membres de l'équipe, pas nécessairement informaticiens. Le langage SysML repose exactement sur la même idée, un langage unique, fait par blocs, facilement lisible. L'objectif étant qu'une équipe ayant des domaines d'activité différents soit capable de le comprendre. Le premier diagramme qu'on va pouvoir rencontrer, très facile de lecture, c'est ce qu'on appelle le diagramme de contexte. C'est quoi un contexte ? Finalement, à travers la durée de vie, le cycle de vie de la bouilloire, celle-ci va rencontrer un certain nombre de choses. Les fabricants, les distributeurs, les consommateurs. Elle va pouvoir être entreposée dans une cuisine ou dans n'importe quelle autre pièce d'une maison. Elle va devoir subir l'eau, tout ce qui est les attaques de l'eau. Elle va être transportée, que ce soit au niveau de la distribution, que ce soit au niveau d'un déménagement, ainsi de suite. Et puis, elle doit respecter un certain nombre de normes, notamment tout ce qui est normes d'hygiène, puisque nous sommes dans le domaine de l'alimentaire et qu'on a donc un certain nombre de normes très restrictives pour le bien du consommateur. C'est quoi finalement ce diagramme de contexte ? Le premier aperçu que le consommateur a du produit, c'est son enveloppe extérieure. Quand vous achetez une bouilloire, la première chose que vous regardez, si vous voyez que c'est marqué bouilloire au-dessus, vous regardez laquelle est la plus jolie. C'est l'interface entre le produit et l'environnement. Imaginons par exemple que vous ayez une interface entièrement en plastique, il n'y a pas un morceau d'inox, vous allez potentiellement vous dire « ça me semble fragile ». Donc on va faire en sorte que pour le consommateur en termes de psychologie et dans la réalité, la bouilloire soit capable de supporter tout ce qui va se passer autour d'elle tout au long de son cycle de vie. Le diagramme SysML, il permet de visualiser deux choses. Le milieu interne, qui est limité par le cercle, ce sont les organes, les éléments, les pièces constitutives du produit, c'est la partie dite technique. Et le milieu externe, qui est l'utilisateur, et tout environnement humain, diversifié, non maîtrisé par le concepteur. Non maîtrisé, c'est-à-dire que la bouilloire électrique doit par exemple supporter de l'eau, mais on n'a aucune idée de la teneur en calcaire de cette eau, qui va être bien différente d'un point à l'autre de la France. Pour un concepteur, il est donc important de concevoir la partie technique, ce qu'il y a à l'intérieur, comme au service de l'interface. Il faut que la bouilloire puisse réagir comme elle le doit en tout endroit, et que ce ne soit pas l'inverse. La fonctionnalité prime sur l'extérieur et sur l'interface. La bouilloire, elle existe pourquoi ? Elle existe parce qu'à un moment, il y a eu un besoin. Un besoin, ça se définit par la nécessité ou le désir éprouvé par un utilisateur. C'est de ce besoin qui est à l'origine de l'intention du producteur. C'est parce que le producteur a un jour entendu « Ah tiens, je voudrais faire de l'eau rapidement, sans avoir à sortir une casserole », qu'un producteur s'est dit « Ok, je te conçois ça, je réalise le produit, je te l'envoie, tu me dis si ça te convient ». Le besoin de cette personne qui un jour a décidé de vouloir faire facilement de l'eau bouillante, il a été caractérisé. Moi, je voudrais faire 1 litre d'eau, 2 litres d'eau, 10 litres d'eau, c'est pas la même chose. Il a été traduit sous forme de fonction. Ok, bouillir. Bouillir, mais jusqu'à 100 degrés, 80.
Est-ce que c'est l'utilisateur qui l'arrête? Est-ce que c'est le produit qui s'arrête tout seul? Tout ça va devoir être défini pour vérifier à la fin qu'un besoin est correctement respecté. Ce besoin, il a pu être exprimé, implicite, avoué, inavoué, latent ou potentiel. La notion de bouilloire électrique, le produit de bouilloire électrique, il est facile de penser que le besoin a un jour été exprimé. Est-ce que vraiment quelqu'un a exprimé le besoin d'avoir son téléphone au niveau de sa montre? Je n'en suis pas certaine. C'est un besoin que le producteur a senti. Il a été au devant de la consommation, il a été au devant du consommateur. Il s'est dit, si je fabrique cet objet-là, le consommateur le voudra. Et c'est en ça qu'on dit que le besoin n'est pas forcément toujours exprimé, avoué ou latent. Finalement, c'est quoi un produit? Un produit, un système, c'est le support des fonctions de service, c'est-à-dire des fonctions qui rendent service à l'utilisateur. Et ces fonctions de service, on les obtient en faisant l'analyse fonctionnelle de ce besoin, du besoin donné par l'utilisateur. On va voir que le langage SysML va nous permettre de décrire grâce à certains outils, le besoin et justement la notion de fonction de service que doit supporter ce produit. Le premier diagramme qu'on va rencontrer, c'est ce qu'on appelle le diagramme des exigences. Dans ce diagramme, on va avoir en haut à gauche un titre pour être sûr de savoir de quoi on parle. Donc on parle ici des exigences, REK pour requirement, en anglais, exigence. Donc là on est sur notre bouilloire. L'exigence principale de notre bouilloire, c'est de bouillir de l'eau en utilisant de l'énergie électrique. C'est-à-dire permettre la portée à ébullition d'un certain volume d'eau de manière autonome et sécurisée en utilisant le réseau électrique domestique. Dans cette exigence, finalement, on va pouvoir découpler différentes sous-exigences. La première, c'est que ça doit contenir un certain volume d'eau. Le volume d'eau devra être contenu dans un pot étanche. En effet, on va éviter d'avoir des fuites d'eau quand vous êtes en train de faire bouillir de l'eau. Et on va pouvoir aller jusqu'à le raffiner, c'est-à-dire définir, moi concepteur, j'estime que ce besoin contenir de l'eau est validé quand on a mis 1,5 litre d'eau. Le volume max est adapté à une utilisation courante. Et ainsi de suite. Chauffer l'eau, l'élément chauffant doit être électrique. On va pouvoir le raffiner, dire la montée en température doit être la plus rapide possible. On ne va pas vouloir avoir de l'eau bouillante en 30 minutes. En 3 minutes, ça nous suffirait. Donc pour un confort d'utilisation, on cherchera à ce que la montée en ébullition soit obtenue le plus vite possible. On va pouvoir imaginer le contrôle de la température ou permettre l'arrêt manuel du chauffage. Finalement, le diagramme des exigences, il comprend quoi? C'est quoi? Alors, une exigence, ça permet de spécifier une capacité, une contrainte qui doit être satisfaite par un produit ou un système. Elle est définie comme telle. On a donc le titre qui doit être significatif le plus possible. On va essayer de privilégier un verbe et un complément, c'est-à-dire la notion de fonction. Ensuite, on va avoir un indice qui va être unique, qui va être très important puisque quand on va étudier un système, on va venir se référer à l'identifiant pour dire, voilà, telle exigence, indice 1.1 a été respecté. Et enfin, un titre qui permet d'expliquer ce qu'on attend du système. On va pouvoir retrouver l'ensemble de ces données, de ces informations, sous une autre forme, la notion de cahier des charges fonctionnel. Alors, c'est quoi le cahier des charges fonctionnel? Pourquoi est-ce que ça existe? Alors déjà, c'est antérieur au diagramme des exigences et au SysML. Le cahier des charges fonctionnel, c'est un document contractuel. Professionnellement parlant, c'est le document qui lie le concepteur, l'ingénieur à la demande. C'est-à-dire que si un ingénieur conçoit un produit,
Le demandeur va être en mesure donc de vérifier que le produit conçu correspond bien à sa demande. Si ce n'est pas le cas, le demandeur a le droit de dire « Monsieur le concepteur, je suis désolé, je refuse votre produit ». Donc c'est un document contractuel qui permet de référencer l'ensemble des éléments attendus par le produit. Le cahier des charges fonctionnelles, c'est un tableau qui se présente en général sous la forme de 3 colonnes principales. Les fonctions, c'est-à-dire ce qu'on retrouve dans le titre de l'exigence, du diagramme des exigences, les critères, ce qu'on va retrouver dans le texte, et le niveau, quantification ou qualification des critères, c'est-à-dire ici, dans la notion volume d'eau, la notion de 1,5 litre. Le diagramme des exigences précédent va pouvoir se traduire sous cette forme-là. Fonction principale 1, bouillir de l'eau en utilisant de l'énergie électrique. Les critères correspondent aux sous-exigences, contenir le volume d'eau, avec un fonctionnement électrique, contrôler la température, assurer la sécurité. Et le niveau, peau étanche de 1,5 litre, temps de montée rapide, arrêt du chauffage à température voulue, arrêt manuel possible. Donc, on va retrouver la notion de besoin explicité, définie dans ces deux types de documents, soit en 6ml au niveau du diagramme des exigences, soit au niveau du cahier des charges fonctionnelles. Ces deux outils qu'on va retrouver soit l'un, soit l'autre, soit les deux, sous forme d'extrait en général, vont être la base de l'ensemble des exercices de sciences industrielles. L'objectif des exercices d'un science industrielle, quand on fera de la mécanique, de la cinématique, de l'asservissement, va être de déterminer un certain nombre de performances de nos systèmes. Une fois ces performances analysées, on va devoir vérifier que cela correspond à l'attente qui était mise contractuellement dans le cahier des charges ou dans le diagramme des exigences. Une fois que l'exigence a été définie, que le cahier des charges a été défini, on va pouvoir entrer dans la notion de comportement du système. Donc, deuxième partie de cette analyse fonctionnelle, on va aller voir l'étude comportementale. Le premier diagramme qu'on va utiliser en étude comportementale, c'est le diagramme des cas d'utilisation. Dans quel cas d'utilisation est-ce que j'utilise ma bouilloire ? On va retrouver dans ce diagramme 6ml, la première chose, on va retrouver donc UC pour Use Case. Donc description comportementale. Alors, dans le rectangle ici bleu, on a la limite du produit nommé bouilloire électrique. À l'intérieur de chacun de ces cercles, on a différentes fonctions, différents cas d'utilisation. Donc, la bouilloire électrique va être utilisée pour faire bouillir de l'eau automatiquement, pour arrêter le chauffage, arrêter manuellement ou automatiquement. Autour de cette bouilloire électrique, il va y avoir un certain nombre d'acteurs. L'acteur principal pour la fonction bouillir de l'eau automatiquement, ça va être l'utilisateur. Les acteurs dits secondaires, ça va être l'eau et le réseau électrique. Nous sommes d'accord que ce sont des objets plus que des personnes, mais on va quand même définir l'eau et le réseau électrique comme des acteurs. Bouillir de l'eau automatiquement, qu'est-ce qui est inclus dedans ? Finalement que si c'est automatique, le chauffage va s'arrêter tout seul. Soit il s'arrête manuellement et dans ces cas-là, c'est l'utilisateur qui actionne un bouton, ou alors il s'arrête automatiquement. Dans ces cas-là, le système est paramétré pour que l'énergie du réseau électrique soit coupée au bout d'un certain temps. Le diagramme de cas d'utilisation ici, il est très simple, mais finalement, pour l'ensemble du cycle de vie qu'on va avoir, on peut être amené à définir un ensemble de cas d'utilisation différents. Donc le diagramme de cas d'utilisation permet d'identifier les possibilités d'interaction entre le système et les intervenants extérieurs au système, c'est-à-dire toutes les fonctions que doit fournir le système. L'acteur représente un rôle
tenu par un humain ou n'importe quel autre système. Il indique avec quoi le système est en interaction. On a à gauche l'acteur principal, qui est celui qui a le cas d'utilisation principale, donc pour lequel on a un résultat concret. Et à droite, on a les acteurs secondaires, pour ceux qui participent indirectement à la fonctionnalité. Chaque cas représente un ensemble de séquences d'actions réalisées par le système défini par, et ça faudra bien le retenir, c'est la notion de fonction, un verbe d'action et un complément. Bouillir de l'eau, s'arrêter automatiquement, on a bien à chaque fois un verbe d'action et un complément. Donc ici, on va avoir un cas numéro 1 et on va avoir des précisions. Le cas 2 est inclus dans le cas 1. Ici, bouillir de l'eau est inclus la notion de s'arrêter automatiquement. Et on retrouve bien la frontière du système dans le cadre bleu. Une fois qu'on a défini le diagramme de cas d'utilisation, on va pour chaque cas d'utilisation définir ce qu'on appelle le diagramme de séquence. C'est quoi la séquence? Finalement, c'est l'ensemble de ce qui va se passer pour que on passe de l'eau froide à l'eau bouillante récupérée par l'utilisateur. Le diagramme de séquence, il va permettre de mettre en relation les interactions entre deux systèmes avec deux lignes de vie différentes. Ici l'utilisateur, de l'autre côté la bouilloire. Et qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur, il interagit avec la bouilloire sur ces zones vertes. Premièrement, il remplit l'eau. Donc la bouilloire électrique a de l'eau. Ensuite, il appuie sur le bouton démarrage. L'utilisateur, on en a tous utilisé déjà des machines dans ce genre-là, il attend que le voyant soit allumé, il attend un message de retour. Si ce message de retour n'est pas allumé, n'est pas existant, il va se dire que ma bouilloire ne fonctionne pas. Donc, on va se rendre compte qu'il y a un souci. Donc, implicitement, en tant qu'utilisateur, on a l'habitude de ce genre de séquence. Donc là, on appuie sur le bouton ON, la bouilloire électrique me renvoie un système. Dans une loop, dans une boucle, on va commencer à visualiser une notion d'informatique. On va avoir, tant que la température de l'eau est inférieure, il y a une petite erreur, à 100 degrés Celsius, ça va se mettre à chauffer. Première alternative, on est en mode automatique, la température de l'eau est supérieure à 100 degrés, le système va s'arrêter. Deuxième alternative, l'utilisateur décide d'arrêter lui-même la bouilloire électrique. Le voyant s'éteint dans tous les cas et ensuite l'utilisateur peut récupérer l'eau. On se rend compte qu'en fait, on a donc un ensemble de taux d'occupation, l'utilisateur ici, la bouilloire ici, la bouilloire chauffe l'eau pendant que l'utilisateur peut faire autre chose. Le diagramme de séquence, il permet finalement de décrire le fonctionnement du système de manière dynamique. Il représente les messages entre les acteurs en interaction avec le système. Ceux-ci sont représentés donc par des lignes de vie et il y a un diagramme de séquence pour chaque cas d'utilisation. Donc l'ensemble de ces diagrammes nous permettent de définir ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Comment fonctionne la machine? Quelles sont ses fonctions? C'est quoi la difficulté en analyse fonctionnelle des systèmes? Quand on pose la question, dessine-moi un véhicule de transport, voilà ce qu'on pourrait trouver. Le bateau, l'avion, la voiture, le vélo, la voiture électrique, la montgolfière, ainsi de suite. Les besoins sont différents. Pourquoi est-ce qu'on a autant de diversité dans les produits, dans les véhicules de transport? C'est parce qu'on a eu des besoins différents. Un jour, on a eu besoin d'aller loin, alors d'aller pas trop loin de chez soi,
on n'avait pas beaucoup d'argent, par contre on voulait aller plus vite qu'à pied. On a inventé le vélo. Ensuite, on voulait aller un peu plus loin, être un peu plus protégé, on a fabriqué une voiture. Ensuite, on a voulu transporter beaucoup de gens, on a mis un train. Ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite. On a voulu aller en camping et avoir tout, ne pas monter de tente, mais par contre avoir tout dans sa voiture. On a défini le camping-car. Donc, l'analyse fonctionnelle, la difficulté, c'est qu'il n'y a jamais une seule solution à un besoin demandé. Les besoins sont différents, les réponses sont différentes. La vision, la proposition de solution qu'on va définir va dépendre également de la somme de nos expériences et de nos croyances. Il faut imaginer que la voiture électrique, elle a existé très très tôt. Dans les années 1900, la voiture électrique existait déjà. Sauf qu'on avait fait l'expérience rapide de l'énergie électrique, on a fait l'expérience de la voiture à essence, ça allait plus vite, c'était plus facile, ça coûtait moins cher. Allez hop, on est parti sur une voiture à énergie fossile. En soi, il ne peut y avoir une seule solution valable en analyse système. Juste des solutions réfléchies et justifiées. On choisit telle ou telle analyse, tel ou tel système parce que on a tel besoin. Différence entre le chalutier et le bateau de croisière. L'analyse des systèmes fonctionnels, l'analyse fonctionnelle se fait avant toute proposition de solution. Il faut bien avoir en tête que pour fabriquer un produit, l'ingénieur reçoit le besoin de l'utilisateur, il développe son idée, qui, si c'était un autre ingénieur, une autre équipe aurait imaginé potentiellement autre chose, aurait fait un autre type d'analyse, sans doute proche, mais quand même un petit peu différente, et que ça aurait donné donc deux solutions, pas forcément très éloignées, mais avec des distinctions. Donc l'analyse fonctionnelle, tout ça pour dire qu'elle n'est pas fixe, ce n'est pas quelque chose qui va définir exactement une seule et même réponse. Pourquoi est-ce que je m'arrête sur ce point-là? C'est que dans un exercice, on peut avoir en analyse fonctionnelle un sujet, une réponse A, une réponse B, et que les deux mêmes réponses soient correctes. On est dans l'une des parties où c'est quelque chose qui va être estimé par celui qui le dit, et donc nécessairement, on va potentiellement avoir plusieurs solutions. À partir du moment où la réponse donnée est réfléchie et justifiée, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. J'espère que vous avez réussi à revisualiser tout ce qu'on a pu faire. Donc, un produit vient d'un besoin sur lequel on a défini des exigences, des cas d'utilisation dans un contexte donné, et sur lequel, pour chaque cas d'utilisation, on a une séquence d'utilisation. Le prochain cours va s'intéresser à l'analyse structurelle, c'est-à-dire comment est construit notre système pour qu'il fonctionne.